Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 4e épisode du Monstre sur le Seuil. Encore une fois, je tiens à vous remercier de votre fidélité. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Entamons la lecture de ce 4e épisode. Derby était marié depuis plus de 3 ans quand un jour d'août, je reçus ce télégramme du Maine. Il y avait 2 mois que je ne l'avais vu, mais j'avais appris qu'il était en voyage d'affaires. Asenat était censé l'accompagner, quoique des commères vigilantes aient affirmé qu'il y avait quelqu'un en haut de la maison, derrière les fenêtres aux doubles rideaux tirés. Elles avaient observé des achats faits par les domestiques, et maintenant, le shérif de Chesuncook me télégraphiait au sujet d'un fou crotté qui, sorti de la forêt en proie à un furieux délire, réclamait à grands cris ma protection. C'était Edward. Il avait juste été capable de se rappeler son nom, et puis le mien, et mon adresse. Chesuncook se trouve à la lisière des forêts les plus sauvages, les plus profondes, et les moins explorées du Maine. Il me fallut une journée entière de voyage fébrile et chaotant, sous la menace de paysages fantastiques, pour y parvenir en voiture. Je trouvai Derby dans une cellule de la ferme communale, oscillant entre la frénésie et l'abattement. Il me reconnut aussitôt, et se mit à débiter à mon intention un torrent de paroles insensées et à demi cohérentes. Dan, pour l'amour de Dieu, la fosse aux Chogottes, au bas des 6000 marches, l'abomination des abominations. Je n'ai jamais voulu qu'elle m'emmène et c'est là que je me suis retrouvé. Yé, Chubniguat. La forme s'était levée au-dessus de l'hôtel et ils étaient 500 à hurler. La chose encapuchonnée bêlait. Kamok, Kamok. C'était le nom secret du vieil Ephraim à l'assemblée. Et j'étais là où elle avait promis de ne pas m'amener. Une minute plus tôt, j'étais enfermé dans la bibliothèque et je me retrouvais là où elle était partie avec mon corps, dans ce lieu de suprême blasphème. L'enfer impie où commence le royaume ténébreux et où le veilleur garde la porte. J'ai vu un Chogoth. Il changeait de forme. Je ne peux pas le supporter. Je ne le supporterai plus. Je la tuerai si jamais elle m'y envoie encore. Je tuerai cet être. Elle, lui, ça. Je tuerai cela. Je le tuerai de mes propres mains. Il me fallut 1 heure pour le calmer. Mais il finit par s'apaiser. Le lendemain, je lui achetai au village des vêtements convenables, puis repartis avec lui pour Arkham. Sa fureur hystérique était passée, et il se montrait plutôt silencieux, bien qu'il commençât à grommeler obscurément pour lui-même quand la voiture traversa Augusta, comme si la vue d'une ville éveillait des souvenirs déplaisants. Il était clair qu'il n'avait pas envie de rentrer chez lui, et étant donné les fantasmes extravagants qu'il semblait entretenir à propos de sa femme, fantasme sans doute né d'une véritable épreuve hypnotique à laquelle il avait été soumis, je pensais qu'en effet cela valait mieux. Je décidai de l'héberger moi-même pour un temps. Peu importe les désagréments que cela pourrait entraîner avec Asenat. Plus tard, je l'aiderai à obtenir le divorce car, à n'en pas douter, il y avait dans ce mariage un climat mental qui en faisait pour lui un suicide. Quand nous nous retrouvâmes en race campagne, les marmonnements de Derby s'éteignirent et je le laissa baisser la tête et s'accroupir sur son siège près de moi, tandis que je conduisais. Au crépuscule, pendant que nous traversions Portland, le murmure recommença. Plus distinct qu'auparavant, et prêtant l'oreille, je saisis un flot d'assiduité au sujet d'Asenat.
L'ascendant qu'elle avait pris sur les nerfs d'Edward était évident, car il avait tissé autour d'elle tout un réseau d'hallucinations. La crise actuelle, marmonnait-il furtivement, n'était qu'un épisode dans une longue série. Elle s'emparait de lui en un jour, il le savait, elle ne le lâcherait plus. Même maintenant, elle ne le quittait sans doute que lorsqu'elle y était obligée, parce qu'elle ne pouvait pas le retenir longtemps à chaque fois. Elle empruntait sans cesse son corps pour aller en des lieux sans nom, célébrer des rites innommables, le laissant dans son corps à elle, enfermé à clé à l'étage. Mais quand elle devait lâcher prise, il réintégrait soudain son corps à lui, dans quelque endroit affreux, loin de tout et peut-être inconnu. Il arrivait qu'elle le reprenne alors, ou bien elle n'y parvenait pas. Il échouait souvent n'importe où dans l'état où je l'avais découvert. Il lui fallait de temps à autre chercher son chemin à des distances effrayantes de chez lui et retrouver quelqu'un pour conduire la voiture après l'avoir récupérée. Le pire, c'est que cette possession durait de plus en plus longtemps. Elle voulait être un homme pour être pleinement humaine. Voilà pourquoi elle s'emparait de lui. Elle avait deviné chez cet homme l'amalgame d'un cerveau exceptionnel et une volonté faible. Un jour, elle l'éliminerait complètement et disparaîtrait avec son corps d'homme pour devenir un grand magicien comme son père, l'abandonnant, lui, dans cette enveloppe féminine qui n'était pas même tout à fait humaine. Oui, il savait maintenant que c'était le sang d'Innsmouth. Il y avait eu commerce avec des monstres venus de la mer. C'était atroce. Le vieil Ephraim avait connu le secret et, devenant vieux, il avait fait une chose hideuse pour rester vivant. Il voulait vivre éternellement. Asenath réussirait. Elle avait déjà fait ses preuves avec succès. Tandis que Derby poursuivit son murmure, je me tournai vers lui pour le regarder de plus près, et je vérifiai le changement que j'avais observé plus tôt. Paradoxalement, il semblait en meilleure forme que d'habitude, plus ferme, plus normalement développé, sans trace de la mollesse maladive due à son existence indolente. On eût dit qu'il avait été réellement actif et bien entraîné pour la première fois dans sa vie choyée. Et j'en conclus que l'énergie d'Asenath avait dû le pousser dans des circuits peu communs d'activité et de vigilance. Mais pour l'instant, son esprit était en triste état, car il marmottait d'incroyables extravagances à propos de sa femme, de magie noire, du vieil Ephraim et de certaines révélations qui me convaincraient moi-même. Il répétait des noms que je reconnaissais pour avoir feuilleté autrefois les livres interdits et par instants me faisait frémir suivant le fil d'une logique mythologique, d'une cohérence convaincante qui courait à travers sa divagation. Il s'arrêta maintes et maintes fois, comme pour reprendre courage, avant quelque ultime et terrible dévoilement. « Dan, ne te rappelles-tu pas ses yeux farouches et sa barbe en broussailles qui n'a jamais blanchi? Un jour, il m'a foudroyé du regard et je ne l'ai jamais oublié. Maintenant, elle me jette le même regard et je sais pourquoi. Il avait trouvé cela dans le Necronomicon. La formule, je n'ose pas encore te dire la page, mais quand je le ferai, tu pourras lire et tu comprendras. Tu sauras alors ce qui m'a englouti. Toujours, d'un corps à un autre. Il entend ne jamais mourir. La flamme de la vie. Il sait rompre l'enchaînement. Peut frémir encore quelque temps, même lorsque le corps est mort. Je vais te donner des indices, et tu devineras peut-être. Écoute, Dan. Sais-tu pourquoi ma femme se donne tant de mal avec cette absurde écriture renversée? As-tu jamais vu un manuscrit du vieil Ephraim? Veux-tu savoir pourquoi j'ai frissonné en voyant des notes rapides griffonnées par Asenath? Asenath? Une telle personne existe-t-elle vraiment? Pourquoi a-t-on eu l'idée qu'il y avait du poison dans l'estomac du vieil Ephraim? Pourquoi les Gilman parlaient-ils à voix basse des cris étranges qu'il a poussés? Ceux d'un enfant terrifié quand il est devenu fou et qu'Asenath l'a enfermé dans la mansarde capitonnée où avait été l'autre. Était-ce l'âme du vieil Ephraim qui était enfermé? Qui avait enfermé qui?
Pourquoi avait-il cherché pendant des mois un être très intelligent à la volonté faible? Pourquoi enrageait-il que sa fille ne soit pas un fils? Dis-moi, Daniel Upton, quel échange diabolique a été perpétré dans cette maison de l'horreur où ce monstre impie tenait à sa merci son enfant confiante, docile, à demi-humaine? Ne l'a-t-il pas rendu permanent comme elle veut le faire avec moi? Dis-moi pourquoi ce monstre qui se dit Asenath écrit différemment quand elle ne se surveille pas, si bien qu'on ne peut distinguer son écriture de celle d'eux. C'est alors que cela arriva. Dans son délire, la voix de Derby s'était élevée dans les suraigus quand brusquement elle fut coupée comme si un déclic venait de jouer. Je songeais à d'autres circonstances où chez moi ces confidences s'étaient tout à coup interrompues. J'avais eu alors la vague idée qu'une mystérieuse onde télépathique de la force mentale d'Asenath intervenait pour le faire taire. Ce qui se passait maintenant était absolument différent, et je le sentais infiniment horrible. Le visage tout proche se convulsa un instant, jusqu'à être méconnaissable. Organes, les muscles, les nerfs et les glandes, tandis qu'un frisson parcourait tout le corps, comme si ses os se rajustaient en attitude, un équilibre de tension, une personnalité radicalement différente. À quoi au juste tenait le comble de l'horreur? Je suis incapable de le dire, mais il déferla sur moi une telle vague de nausée, de répulsion, une impression si glaçante et pétrifiante, d'inconnu et de monstrueux, que mes mains sur le volant devinrent molles et mal assurées. Celui qui était près de moi semblait moins un ami de toujours que quelque intrus effroyable de l'espace intersidéral, la coalition maudite et détestable de forces cosmiques, aussi mystérieuses que maléfiques. Ma défaillance ne dura qu'un moment, mais presque aussitôt mon compagnon s'empara du volant et m'obligea à changer de place avec lui. La nuit était tombée et les lumières de Portland loin derrière nous, de sorte que je distinguais mal ses traits. L'éclat de ses yeux pourtant était extraordinaire, et je compris qu'il devait alors être dans cette étape de bizarre surexcitation, si différent de son moi ordinaire, que tant de gens avaient remarqué. Il paraissait étrange et incroyable que l'indolent Edward Derby, incapable de s'affirmer et qui n'avait jamais appris à conduire, me donne des ordres et prenne le volant de ma propre voiture. C'est cependant ce qui s'était produit. Il ne dit rien pendant un certain temps, et dans mon inexplicable aversion, j'en fus heureux. Aux lumières de Pitford et Sacco, je vis ses lèvres serrées et frémis de son regard flamboyant. Les gens avaient raison. Il ressemblait diablement à sa femme, au vieil Ephraim, quand il était de cette humeur. Je ne m'étonnais pas de son caractère détestable, car il avait alors assurément quelque chose de surnaturel et de diabolique. Et cet air sinistre me frappait d'autant plus que j'avais entendu ses furieux délires. En dépit de ma familiarité de toujours avec Edward Pickman Derby, cet homme était un étranger, un intrus surgi du noir abîme. Il garda le silence jusqu'à ce que nous arrivions sur un bout de route obscur, et sa voix me sembla celle d'un inconnu, profonde, plus ferme et plus tranchante que je ne l'avais jamais connue. Son accent et son intonation étaient complètement différents, tout en évoquant dans mes mémoires un souvenir vague, lointain et plutôt inquiétant que je ne réussissais pas à situer. C'était, pensais-je, la trace d'une très profonde et réelle ironie dans le timbre, non pas la pseudo-ironie absurdement désinvolte des petits sophistiqués que Derby affectait d'habitude, mais une chose menaçante, fondamentale, pénétrante et éventuellement malfaisante. Je fus surpris de ce sang-froid, suivant de si près la litanie de ces murmures affolés. « J'espère que tu oublieras cette crise, Upton, dit-il.
Tu connais ma nervosité, je pense que tu l'excuseras. Je te suis très reconnaissant, bien sûr, de me ramener chez moi. Il faut oublier aussi toutes les folies que j'ai pu dire à propos de ma femme, et de tout en général. C'est le résultat d'un travail excessif dans un domaine comme le mien. Ma philosophie est pleine de concepts bizarres, et une intelligence surmenée fabrique en imagination toutes sortes d'applications concrètes. Je vais me reposer dès maintenant. Tu ne me verras sans doute pas pendant un certain temps, sans avoir à en blâmer Rasnat. Ce voyage était un peu étrange, mais en réalité c'était très simple. Il y a des vestiges indiens dans les forêts du Nord, pierres dressées, etc., qui ont une grande importance dans le folklore, et avec Asenat, nous suivons la question. C'était une recherche ardue, et j'ai dû perdre la tête. J'enverrai quelqu'un chercher la voiture quand je serai rentré. Un mois de détente me remettra sur pied. Je ne me rappelle pas exactement quelle part je pris à la conversation car l'étrangeté déconcertante de mon voisin m'occupait tout entier. Mon impression d'indéfinissable horreur cosmique grandissait d'une minute à l'autre jusqu'au désir frénétique d'arriver au terme du voyage. Derby ne m'offrit pas de me rendre le volant et je fus heureux de voir passer très vite Portsmouth et Newburyport. Au croisement où la grande route s'enfonce à l'intérieur des terres, évitant Innsmouth, je redoutais un peu que mon chauffeur ne prît la route sinistre du littoral qui traverse ce port maudit. Il ne le fit pas néanmoins, et fila par Rowley et Ipswich jusqu'à notre destination. Nous arrivâmes à Arkham avant minuit, et la vieille maison Growninshield était encore éclairée. Derby descendit de voiture en me répétant hâtivement sa gratitude, et je rentrai seul chez moi, avec un singulier soulagement. Ce trajet avait été terrible, d'autant plus terrible que je n'aurais pas su dire exactement pourquoi, et je ne regrettais pas que Derby prévoie une longue absence, où il se passerait de ma compagnie. Eh bien, chers amis, cet épisode était particulièrement chaud. Eh bien, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Monstre sur le Seuil. Ciao.